Depuis que j'ai commencé la course à pied en 2016, j'ai couru 3 marathons. Le premier à Valencia en Espagne en décembre 2018 que j'ai fini en 3 heures pile, le deuxième à Paris en avril 2019 en 2h56 et le troisième en 2022 à Valencia de nouveau où j'ai terminé en 2h49. Alors je n'ai suivi aucune préparation spécifique pour marathon et pourtant j'ai réussi à chaque fois à améliorer mon record personnel de plusieurs minutes et je me suis dit que j'allais partager avec vous dans cette vidéo les 3 raisons principales qui m'ont permis de progresser sur cette distance et je vous donnerai aussi une 4e raison si vous êtes sage en fin de vidéo. Donc comme je vous le disais, je n'ai couru que 3 marathons, on va dire sec, je crois que c'est le terme consacré, donc en dehors d'un triathlon distance Ironman, depuis que j'ai commencé les sports d'endurance. Le premier était fin 2018 et j'avais réussi à terminer tout juste en 3 heures, ce qui était l'objectif que je m'étais fixé en tentant de tenir un pace de 4,19 par kilomètre, soit environ 14 km/h. Valencia a un parcours plat et rapide, généralement avec une température idéale pour ce type de course, donc vraiment c'était idéal pour une première expérience. La deuxième fois, c'était à Paris en avril 2019 et je voulais courir un marathon dans le cadre de ma préparation pour mon premier Ironman que j'ai couru à Nice à la fin du mois de juin. Là, l'objectif était surtout de finir sous les 3 heures, mais sans avoir nécessairement une stratégie de course bien rodée. Et au final, on voit que ça devient un peu plus dur sur la fin, et à la différence de Valencia, le marathon de Paris a quand même bien plus de dénivelé, et les températures étaient tout de même bien plus basses, avec environ 4 degrés le matin au moment du départ. Et le dernier en date était en décembre 2022, à Valencia de nouveau, dont je vous ai parlé dans une vidéo assez récemment, et où, sans entraînement spécifique, j'ai réussi à terminer en 2h49. Alors je vous mets un lien vers la vidéo du debrief si vous voulez davantage de détails sur cette course. Donc du coup, 3 courses à quelques années d'intervalle et 3 records personnels. Alors je n'ai jamais fait d'entraînement spécifique course à pied, mais malgré ça, j'ai réussi à bien améliorer mes performances sur marathon et on va voir quels sont selon moi les 3 éléments qui ont permis ça et qui pourront également peut-être, je l'espère, vous permettre de réaliser des records personnels sur marathon. Alors le premier élément qui m'a permis de réaliser ces temps est clairement le volume en course à pied. Si je prends les 6 derniers mois avant mon marathon en 2018, en gros ce qui correspondra à une grosse préparation de 24 semaines, j'ai un total de 1183 km alors que le volume durant une période identique était de 1374 km en 2019 et 2754 km en 2022. Donc ça donne en gros une augmentation sur les 6 derniers mois avant la course d'à peu près 67% en termes de volume entre 2018 et 2022, ce qui n'est naturellement pas négligeable. Et on sait que le volume est l'une des clés de la réussite sur marathon. Il va falloir enchaîner les kilomètres afin de créer les adaptations nécessaires au niveau aérobique, mais aussi musculaire, au niveau des tissus, au niveau des articulations, tout simplement pour être capable de tenir la distance à une intensité de course le jour J. Et quelque chose qui a également beaucoup changé est la répartition de mes séances ainsi que leur durée. J'avais par exemple beaucoup plus de volume à haute intensité en 2018 et 2019 qu'en 2022, mais globalement mes séances étaient d'un kilométrage bien inférieur par rapport à l'année dernière. Donc première clé si vous voulez, ça va être une augmentation du volume d'entraînement relativement importante, mais également une meilleure distribution du volume par séance avec des séances ayant plus souvent des distances plus longues. Et également, à côté de ça, il faudra naturellement pas négliger l'intensité. Un autre point très important qui a vraiment changé entre 2018 et 2022 est mon approche de la nutrition. En 2018, si je me souviens bien, j'avais pris des gels du type de ceux qu'on peut trouver au Décathlon, au goût vraiment super sucré et qui avaient vraiment du mal à passer. Du coup, sans avoir vraiment l'habitude de manger ça, et en plus avec un goût, on va dire, quand même assez dégueu, je suis pas certain d'en avoir consommé plus de 1 toutes les demi-heures. Et donc en gros, on parle de 14 grammes de glucides par gel, ce qui en faisant un petit calcul, en supposant que j'avais avalé un gel, on va dire toutes les demi-heures, donne une consommation de 5 gels, soit 70 grammes répartis sur 3 heures, donc environ 23 grammes par heure. Et avec ça, je me demande vraiment comment j'ai même fait pour terminer en 3 heures sans claquer avant. Et en 2019, en gros de mémoire, c'était à peu près la même chose, même si je me souviens avoir rajouté un gel à la fin tellement j'étais dans le mal, mais bon, on va dire que ça ne faisait pas une énorme différence. En revanche, en 2022, c'était pas du tout la même chose, et heureusement. Donc après avoir testé plusieurs approches en triathlon, ma stratégie nutrition, après un bon petit déj déjà bien chargé en glucides, pris 3 heures avant le départ, c'était en gros un sachet de Morten 320, donc 80 grammes de glucides avant la course, un gel de Morten 100 pris 15 minutes avant le départ, donc 25 grammes de glucides en plus, un gel de Morten 100 pris toutes les 20 minutes durant la course, donc 200 grammes au total, et un sachet de Morten 320 emporté avec moi et consommé durant la course, ce qui rajoute encore 80 grammes de carbs en plus. Donc au total, on est sur 385 grammes de carbs, ce qui donne un apport de 105 grammes avant la course pour partir avec les stocks bien pleins, et durant la course d'un peu plus de 100 grammes par heure.
et clairement ça fait une énorme différence, notamment au moment de se prendre le fameux mur du marathon qui arrive typiquement vers le 30e ou 32e kilomètre et correspond généralement au moment où les réserves énergétiques seront épuisées. Alors ce n'est pas la seule cause, il y a également la fatigue musculaire qui va entrer en jeu, mais c'est tout de même l'un des principaux facteurs. Pour ma part, à Valencia, ça n'a pas été le cas. C'était clairement devenu dur sur la fin, mais pas à cause d'un manque d'énergie, mais d'endurance à cette vitesse, dû à un manque de travail à de plus hautes intensités, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo justement du debrief de Valencia. Donc deuxième élément clé, la nutrition, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire aller plus vite, contrairement au troisième élément dont je vais vous parler tout de suite après, mais qui, si elle est mal gérée, pourra certainement vous faire perdre beaucoup de temps. Là, comme je vous le disais, on va parler d'un élément qui va vous faire gagner du temps, et pour que vous le compreniez, je vais vous montrer 3 photos des chaussures que j'ai utilisées entre 2018, 2019 et 2022. Donc en 2018, c'était les ASICS Kayano, énorme amorti, très grand confort, mais clairement pas orienté performance du tout, elles sont lourdes, la matière est épaisse et va se gorger d'eau et de transpi, vraiment pas top en course. En 2019, j'étais passé sur des chaussures déjà beaucoup plus adaptées à la compétition, mais pas non plus au top de la technologie, c'était les New Balance T1500 T2, bien plus légères, le mesh était beaucoup plus fin, beaucoup moins d'amorti mais beaucoup plus de réactivité et donc fait pour aller tout de même beaucoup plus vite qu'avec les Kayano. Mais en 2022, là forcément c'était pas la même chose, j'ai couru avec les Nike Alpha Fly 2 qui pour moi restent à ce jour les chaussures que je préfère après plusieurs mois d'utilisation et de comparaison avec les 1 notamment pour courir des distances allant du 10 km au marathon. Je vous mets un lien vers la vidéo, je faisais d'ailleurs le test complet de ce modèle. Et sur la performance, j'ai pu lire par rapport au Alpha Fly 1 et 2 qu'elle permettait une amélioration du rendement ou de l'économie de course de l'ordre d'environ 4% pour les plus conservateurs et ça pouvait aller jusqu'à 7% pour les plus ambitieux. Donc si on prend une amélioration moyenne, on va dire de 5% pour faire simple et pour l'exemple, ça voudra dire qu'un coureur sans Alpha Fly mettra 105 minutes pour parcourir la même distance qu'un coureur avec Alpha Fly pourra parcourir en 100 minutes à effort égal, ce qui n'est tout de même pas négligeable. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à dire que les chaussures à plaque carbone ont changé la donne en course à pied, donc clairement un troisième élément qui pourra faire descendre vos temps sur marathon, semi-marathon, et en vrai, toute distance en course à pied. Et pour finir, comme je vous le disais en intro, l'une des autres clés de cette amélioration a été pour moi l'entraînement croisé. En 2018, je venais de courir mon premier 70.3 pour lequel l'entraînement, on va dire, avait été tout de même plutôt léger. Et en 2019, je mettais juste la machine en route pour tenter de survivre à mon premier Ironman prévu pour fin juin. En revanche, en 2022, je sortais d'une année avec quasiment 800 heures d'entraînement en natation, vélo et course à pied, plus le temps passé à faire de la préparation physique générale, du renforcement et étirement. Clairement, rien ne remplace l'entraînement spécifique, mais l'entraînement croisé va assurément apporter un plus, ne serait-ce qu'au niveau cardio-respiratoire. D'ailleurs, je pense que c'est certainement en vrai simplement à ce niveau-là qu'on aura des bénéfices croisés. Mais ils ne sont pas négligeables, car pour coller 800 heures de course à pied par an, il va falloir s'en taper des footings et je suis pas certain qu'on en sorte vivant, ou en tout cas sans blessure. Alors que 800 heures de cardio, c'est possible en minimisant le risque si on divise tout ça entre natation, vélo et course à pied. Et l'entraînement cardio en natation et en vélo vous sera également bénéfique pour votre course à pied. Alors je dis naturellement pas qu'il faut non plus que tous les coureurs se mettent maintenant au triathlon, mais simplement que pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles pistes et augmenter leur volume sans augmenter le risque de blessure, croiser son entraînement en course à pied avec un sport porté comme le vélo, la natation, le rameur par exemple, peut être une bonne solution. En tout cas, je reste persuadé que ça m'a permis de réduire mon temps au marathon sans préparation spécifique. Donc pour résumer, je vois 3 leviers majeurs qui peuvent permettre de bien augmenter notre performance sur marathon, mais c'est aussi valable sur semi-marathon. Tout d'abord, une augmentation maîtrisée et progressive du volume, ensuite une gestion travaillée et optimisée de la nutrition, et enfin l'utilisation d'un matériel efficace et adapté. Comme je vous le disais, on peut utiliser l'entraînement croisé comme support ou complément aux entraînements de course à pied. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous voyez vous aussi d'autres leviers, je pense qu'il y en a qui permettent d'augmenter sa performance sur ce type de distance. Allez, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.